Et le prétexte de l'invitation, c'est cet accident qui a eu lieu avant-hier à 6 km dans le département de Kaffrine. 39 morts et plus de 100 blessés. Monsieur Gueye Moustapha, bonsoir. Bonsoir, M. Ndiaye. Alors, qu'est-ce que ça fait à vous qui êtes du secteur de la sécurité routière quand vous entendez ces genres d'accidents avec son lot de morts? Bon, je dirais que c'est choquant, mais ce n'est pas surprenant quand on voit ce qui se passe, nos comportements de tous les jours, la façon dont la sécurité routière est gérée dans ce pays. Ces genres d'accidents sont normales, si je peux le dire comme ça. Exactement. Donc, moi, je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Je suis choqué parce qu'il y a des vies humaines qui sont perdues, il y a des activités qui sont à l'arrêt, c'est un drame national et c'est très grave. Mais je ne suis pas surpris quand même et je m'y attendais à chaque fois. Je savais pas quand ça allait arriver, mais je savais que ça allait arriver un jour parce que tout simplement, toutes les conditions étaient réunies pour que des drames comme ça puissent se produire. Exactement. On va parler de l'état des routes, de l'indiscipline des chauffeurs, du laxisme des usagers. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi le parent pauvre de la sécurité routière? Est-ce que votre métier n'est pas relégué au second plan, comme quand on construit? Le Sénégalais ne prend pas la peine d'attacher les services d'un architecte. Voilà, quand on a des maladies, on ne va pas vers le psychologue. Est-ce que les acteurs du secteur du transport viennent souvent vous voir pour au moins des conseils? Oui, ça c'est une évidence. La sécurité routière n'est pas une préoccupation de pas mal de structures, pas seulement le secteur du transport, mais même dans les entreprises. Il y a des entreprises qui ont une grande logistique. Effectivement. Dès l'instant que vous avez une flotte c'est à part de 4 véhicules. Vous devez avoir un spécialiste en sécurité routière qui fait ces formations-là aux usagers qui utilisent ces véhicules-là. Mais ce qu'on a remarqué au Sénégal, c'est que la sécurité routière, on en parle que lorsqu'il y a un accident avec des morts en grande quantité. Malheureusement, c'est l'État aussi qui a laissé faire. Parce qu'il y a des exigences qui font que chaque entreprise de transport ou bien certaines sociétés qui ont une flotte devaient avoir en leur sein un expert en transport logistique comme en sécurité routière dans le cadre de la formation, de la prévention, de la sensibilisation pour éviter ces genres de faits-là. C'est une exigence aussi pour les sociétés de transport. Mais bon, quand on et c'est à partir de 4 véhicules que la société est obligée d'avoir un expert. Vous avez 4 véhicules, vous avez une flotte. Vous avez une flotte, vous n'avez plus un véhicule de vie, vous avez une flotte. Dès l'instant que vous avez une flotte, c'est une obligation et une exigence pour vous pour pouvoir avoir quelqu'un qui suit de très près. Qui fait dans la sécurité, qui fait des préventions, des sensibilisations, des capacitations aux conducteurs et tout ça, et qui fait des bilans périodiques par rapport au type de conducteur qu'on a, au type de panne fréquent qu'on reçoit, au type d'endroit où on se déplace le plus, aux problèmes que rencontrent les conducteurs, aux pannes qui sont les plus fréquents. Tout ça, c'est des travaux que doivent faire les consultants. Tout à fait. Que doivent faire les consultants en sécurité routière. Et malheureusement, c'est inconnu du Sénégalais. On n'en parle que lorsqu'il y a un accident. Et c'est ça le malheur. Effectivement, vous avez parlé de 4 véhicules de flotte. Est-ce que voilà, vous êtes un nombre assez important pour pouvoir couvrir toutes les entreprises si cela avait été appliqué à la lettre? En fait, je n'ai pas le nombre exact de consultants présents au Sénégal parce que pour être consultant aussi, c'est un peu compliqué. Il va falloir faire un certain nombre de certifications avec ISO et la plupart des examens, ça ne se passe pas au Sénégal ni en Afrique. Ça demande énormément de moyens. Donc, si on n'est pas soutenu par certains organismes ou certaines ONG, ça va être difficile parce que rien que pour la certification ISO, ça ne se fait pas à moins de 4 500 000 pour devenir consultant. Juste pour passer un examen qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Pour répondre au nom d'un consultant en sécurité routière. Pour pouvoir dire que je suis consultant en sécurité routière. Vous devez passer un examen de certification avec ISO 39001, management de la sécurité routière, gouvernance de la sécurité routière, gestion de la sécurité routière et tout ce qui englobe la sécurité routière. Vous réussissez cet examen-là, vous recevez un diplôme qui fait de vous un consultant. C'est-à-dire que vous avez la légitimité de parler de la sécurité routière. Vous avez la légitimité de mettre en place un système de management. Par exemple, quelqu'un, il a son entreprise de transport, il peut faire appel à vous pour que vous puissiez mettre en place un système de management de la sécurité routière. Parce que vous êtes un consultant confirmé. Et pour aider des conseils et autres. Voilà, justement. On est aussi conseil à la sécurité routière. On est conseil à la sécurité routière. Par exemple, le ministre des Transports, il peut avoir dans son cabinet des consultants en sécurité routière qui font des conseils à la sécurité routière. Parce qu'il y a des réunions périodiques, des réunions de coordination sur la sécurité routière où il y a plusieurs aspects techniques qui doivent être développés par les consultants. Ça ne court pas les rues de nos jours, mais je pense que l'État du Sénégal devait faire un effort à construire au moins accompagner les individualités qui peuvent. Justement, ou bien à l'université même, pourquoi ne pas ouvrir une filière de la sécurité routière? Parce que c'est une problématique parce que moi, quand je vois les pays européens investir beaucoup dans la sécurité, je dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils en ont besoin? Parce qu'il y a moins d'accidents là-bas et les accidents sont moins graves là-bas. Et la prise en charge post-accident est plus efficace là-bas. Mais eux, ils investissent dans les universités. Moi, je viens de l'Allemagne il n'y a pas 3 jours. Mais vous allez dans une université où on n'apprend que la sécurité routière.
Alors qu'au Sénégal, il n'y a aucun institut qui fait ça. On aurait pu avoir ça dans une au-delà du permis, on pense que tout est réglé. Oui, justement, quand la personne a son permis de conduire, on pense que c'est fait. La majeure partie des experts qu'on a ici, c'est des gens qui ont l'expertise et l'expérience. Mais par rapport à la formation, ça laisse à désirer. Alors, on va revenir sur l'accident qui fait l'actualité. On parle d'une crevaison de pneus. Est-ce que vous pensez que cet aspect-là peut amener cet accident de cette violence-là? Moi, je reste dubitatif parce que, bon, pour pouvoir donner les véritables causes d'un accident, il faut qu'il y ait une enquête. Exactement. Là, ce qu'on a fait, c'est trop tôt pour déterminer les circonstances. Voilà, c'est un constat d'accident qu'on a et j'ai été un peu déçu de voir que certaines autorités se sont permis de prononcer sur cet état de fait-là en disant que c'est l'éclatement d'un pneu qui a amené l'accident. On peut venir faire un constat et constater qu'un pneu a éclaté. Exactement. Mais cet éclatement-là peut être un éclatement post-accident. Exactement. Il y a le choc frontal, la voiture dévie de sa trajectoire, passe sur le trottoir et le pneu éclate. Ce n'est pas l'éclatement qui a causé l'accident. Exactement. Pour pouvoir dire c'est telle chose qui a causé cet accident-là, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle une enquête post-accident. Exactement. Déjà, les deux véhicules, déjà, dans un premier temps, la scène où il y a l'accident doit être considérée comme une scène de crime. Exactement. Alors que ce n'est pas souvent le cas, il y a déjà les secours. Elle doit être gérée dans un premier temps. Ensuite, les véhicules doivent être transportés dans un laboratoire dédié où tout sera mis au peigne fin. On va voir si le système de freinage était efficace au moment de l'impact. On va voir si les airbags se sont déployés à temps, si on en dispose. On va voir si la pneumatique était efficace au moment de l'impact, tout ça. Les conducteurs, même s'ils sont décédés, on va faire des prises de sang, des tests de stupéfiants pour voir s'ils étaient dans l'état normal pour conduire. On va recueillir des témoignages de victimes. On va recueillir des témoignages de témoins oculaires. Et après ça, on va faire un rapport qui va déterminer les véritables causes, après avoir fait les études techniques, après avoir fait des tests, des crash tests et tout ça. Mais dans un premier temps, au Sénégal, on n'a pas ce laboratoire-là. Et pourtant, on a des experts en accidentologie qui peuvent, parce que moi, vous me donnez un rapport de constat, je peux écrire l'histoire de cet accident-là, parce que tout accident raconte une histoire. Exactement. Tout accident raconte une histoire. Donc c'est trop tôt de dire que, voilà, c'est trop tôt pour moi de dire que c'est l'éclatement du pneu qui a causé l'accident. Et le danger dans ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un accident au Sénégal, on cherche un coupable idéal. Et dès l'instant qu'on la trouve, on trouve un consensus. Tous les autres aspects. Voilà, on trouve un consensus autour de ce coupable-là, on dit que c'est lui, et on ne pousse plus la réflexion sur les autres aspects. Exactement. Et malheureusement, si l'accident est causé par les autres aspects qu'on a omis, on aura d'autres accidents sur cet aspect-là. Parce que l'important, c'est de savoir ce qui a causé l'accident et de prendre ce rapport-là, d'axer la prévention, la sensibilisation et la formation sur ces aspects-là pour que de pareilles choses ne se produisent plus. Exactement. Si on n'a pas ces données-là, ou bien si ces données sont biaisées, eh bien je pense que nous ne pouvons pas faire de la prévention de façon sereine. Exactement. Votre intervention montre que c'est assez sérieux, c'est assez technique. Est-ce que ça n'évoque pas l'importance des visites techniques que les véhicules doivent avoir? Bien sûr, vous savez, la visite technique, moi je pense que la visite technique, c'est le nœud gordien du problème sénégalais. Parce que la visite technique, déjà, c'est pour le propriétaire du véhicule. C'est pour votre propre sécurité. C'est votre voiture. Vous y transportez votre famille et tout ça. Effectivement. Si vous allez jusqu'à un tel point où il faut que quelqu'un vous poursuive derrière pour vous demander de l'avoir, c'est que le Sénégal a un sérieux problème. N'est pas conscient de l'importance de ce problème. Et vous allez au niveau du centre de contrôle technique, mais ce centre-là, c'est un centre avec d'excellents équipements. Moi, j'étais là à l'inauguration. Il y a certains véhicules qui venaient de la présidence au moment où on a fait le diagnostic. Ça leur a sorti certains défauts pour vous dire que c'est un centre qui vraiment répond aux normes. Mais quand vous avez des gens qui, une fois à l'entrée, ils trichent, ils font tout pour que la voiture soit OK, à l'instant T où on délivre la visite souvent technique. À l'entrée, on voit des jeunes qui louent des accessoires. Mais malheureusement, ça, c'est des activités que l'on doit faire. C'est immédiatement, je dis. Parce que moi, avant de partir en visite technique, mais je dois laisser ma voiture chez le garagiste ou bien chez le concessionnaire pour qu'il me fasse les révisions d'usage avant d'aller à la visite technique. Si cela n'est pas fait, vous allez à la visite technique, on fait le diagnostic, on vous donne une ordonnance. Mais c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins, on vous a sorti tous les défauts du véhicule que vous devez réparer dans un délai bien précis et revenir passer votre visite technique. Mais on fait tout pour contourner cela. Et une fois qu'on a la visite technique, on reprend nos habitudes. Alors que la visite technique même n'est pas une fin en soi. Exactement. Parce que le véhicule, il est OK au moins, il se fait diagnostiquer. C'est comme une personne. Moi, je suis dans le studio, je ne suis pas malade ni rien du tout. Je peux sortir du studio et tomber enceinte. Alors que j'étais sain il y a 2 minutes. Donc, c'est ça. Les vérifications d'usage doivent se faire périodiquement. Il faut scinder l'année en 3 périodes. Il y a la période d'hivernage, il y a la période d'hiver, et il y a, on a 2 saisons ici au Sénégal, mais normalement 3 fois dans l'année, tous les véhicules, tous les automobilistes doivent ramener leur véhicule chez le garagiste pour qu'ils puissent voir la pneumatique. Parce que pour chaque saison, il y a des critères à respecter. Justement, pour le véhicule. Par exemple, en hivernage, il va falloir que tout le monde s'y rende pour constater la pneumatique, les essuie-glaces, l'éclairage.
le dégivrage, tout ça c'est des choses dont on a besoin. Vous voyez des fois il pleut, il y a une personne qui est dans sa voiture, il n'a pas de climatisation, il lève les vitres et il y a la buée qui se forme à l'intérieur et ça masque ça réduit la visibilité. Exactement. Justement, ça cause pas mal d'accidents. Il y a des gens qui ont des pneus usagés, mais au visu ils ne le voient pas, alors que les témoins d'usure ont tous disparu. Il y a une pluie, il y a une flaque d'eau sur la route, vous freinez, le pneu glisse sur l'eau, c'est le phénomène d'aquaplanage, c'est comme une pirogue qui glisse sur l'eau. La voiture ne freine pas, il ne s'arrête pas, tout ça parce que on n'a pas contrôlé la pneumatique. Les essuie-glaces, il y en a qui ont des essuie-glaces durant une année, ils ne les ont pas fait fonctionner. Ou bien ils fonctionnent, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Peut-être qu'ils se sont entrecoupés, le caoutchouc ne s'incorpore plus dans le pare-brise et tout ça, donc ça ne nettoie pas correctement le pare-brise. Et quand il pleut, si vous n'avez pas d'essuie-glace, vous n'êtes pas dans les conditions de sécurité pour rouler. Tout ça fait que c'est à l'automobiliste elle-même d'aller faire le diagnostic de sa voiture de sa sécurité, et faire son entretien. Mais c'est comme on se comporte avec notre corps. Une fois qu'on est malade, il faut attendre d'être dans le coma pour pouvoir aller à l'hôpital. Alors qu'on doit faire des bilans périodiques pour voir ce qui ne marche pas. Exactement. En tout cas, les véhicules sont à l'image de notre corps. On va parler des autres aspects de la sécurité routière, notamment la ressource humaine, les routes et autres, mais restons sur le secteur technique parce que tous ces aspects techniques que vous dites là n'est pas contenu dans l'obtention du permis dans le code de la route et la pratique et l'écrit. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer ces aspects-là aussi pour au moins avoir une connaissance du véhicule que l'on conduit? Mais si, mais en fait, il n'y a qu'au Sénégal qu'on n'intègre pas la sécurité routière dans le cursus de formation de l'obtention du permis de conduire. Mais dans tous les pays qui sont cités en référence en matière de sécurité routière, dont nous y rendrons pour prendre des connaissances. Mais la sécurité routière est partie intégrante de ce curricula-là. Mieux encore, la sécurité routière est une matière élémentaire à l'école. À partir de la 6e primaire, on commence à apprendre ce qu'on appelle l'éducation routière à l'école. Comment on marche sur la route, comment on traverse, quelle est la signification des panneaux. Ici, on se quel est le comportement qu'on doit avoir une fois qu'on est en voiture. Mais une personne qui a 3 jusqu'à 17 ans, vous lui donnez l'éducation routière à l'école, s'il a envie d'avoir le permis de conduire, il fait juste un complément du code de la route. La signalisation, les règles de circulation, les régimes de priorité. C'est basique ça. Et il est bien, justement. Vous allez dans ces pays-là dont je ne veux pas citer le nom parce que souvent on les donne en exemple et nous on a les capacités de devenir comme eux. Vous parlez à un enfant qui a 10-12 ans, mais il peut vous faire un briefing sur la sécurité routière, sur l'éducation routière. Il vous dit que si pour traverser la route, je dois regarder d'abord sur le côté gauche. Vous lui demandez pourquoi, il dit parce que le véhicule le plus proche, il vient de ma gauche. Et la traversée se fait en 2 temps. Ensuite, je regarde sur le côté droit, je ne dois pas courir, je dois regarder le bonhomme rouge, et ainsi de suite. Mais tout ça, il y a des adultes ici qui ne le connaissent pas. Alors que c'est des trucs basiques. C'est des trucs basiques, c'est simple à mettre en place. Exactement. Il suffit juste qu'il y ait la volonté politique qu'il faut pour mettre en place un véritable système de management de la sécurité routière, ce que nous n'avons pas jusqu'à présent, pour que tous ces problèmes-là vraiment trouvent leur solution. D'accord. En tout cas, des efforts ont été faits au-delà sur la sécurité routière, notamment la construction de beaucoup de routes, même sur cet axe-là, accidentogène, Tamba, Kaffrine. Est-ce que voilà, l'état des routes, quelle est son importance dans la sécurité routière? La sécurité routière a différents piliers. Il y a la sécurité de l'infrastructure, la sécurité de l'usager, la sécurité des voitures. La sécurité de l'infrastructure concerne les infrastructures routières. Et je peux le dire sans risque de me tromper, si on prend la zone Afrique de l'Ouest, le Sénégal fait partie des 3 premiers pays qui ont le meilleur réseau routier. D'accord. On a souvent tendance à dire que les routes sont étroites. Mais si les routes sont étroites, il y a une vitesse adaptée à l'étroitesse de cette route-là. Et si on respecte cette vitesse-là, on n'aura pas d'accident. On n'aura pas d'accident. C'est-à-dire, on est en train de chercher des victimes là où, des excuses là où il n'y en a pas. On nous parle de routes de 7 mètres, mais partout où vous allez dans ce monde, c'est la norme. C'est la norme. Peut-être que nous, on a une route de 7 mètres et il y en a d'autres, ils ont assez de moyens, ils en ont 2, 3, 4. De façon alignée. Nous, on en a une. Mais cette route de 7 mètres-là, il y a une vitesse qui a été adaptée par rapport à cette route-là. Si la voiture roule à cette vitesse-là, eh bien, il n'y aura pas de souci. Si vous regardez l'état des véhicules accidentés, la façon dont les véhicules se sont détruits, ça donne une idée sur la vitesse. C'est sûr. Effectivement, ça renseigne sur la vitesse à laquelle la voiture roulait. Exactement. Une voiture qui roule à 50 km/h, s'il fait un choc, la personne qui est dedans, il reçoit un choc qui est l'équivalent d'une chute d'un immeuble de 3 étages. Wow. Imaginez à 90, 100, 150 km/h. C'est la mort assurée. Et au Sénégal, on a essayé de protéger l'usager parce que le code 2002-30 du 24 décembre 2004 qui a été voté et qui est toujours d'actualité au Sénégal dit que au Sénégal, aucun véhicule membre du pool TPV ne doit dépasser les 80 km/h. Quand on dit TPV, ce sont les taxis, car rapide, bus et consorts. Même les taxis ne doivent pas dépasser les 80 km/h, même sur l'autoroute.
Et c'est eux qui font le transport en commun. Les taxis, c'est des véhicules particuliers, c'est des petits véhicules. Mais même s'ils peuvent rouler jusqu'à 130, 110, comme au Sénégal, ils n'ont pas le droit. À plus forte raison, un camion, un bus ou un ndiaye. Et ces véhicules de transport en commun n'ont même pas le droit de dépasser des véhicules particuliers. Mais combien de fois vous conduisez sur le truc que vous vous faites dépasser par un bus avec des klaxons sauvages et tout ça? Tout ça, c'est problématique. Moi, je pense que pour régler ce problème-là, il faudrait vraiment aller à la base. Dans un premier temps, mettre un véritable système de management de la sécurité routière, mais aussi mettre les acteurs dans des conditions où, parce qu'il n'y a pas de conducteur correct. Partout où vous allez dans ce monde, tous les conducteurs sont vraiment susceptibles de commettre tous les conneries que vous connaissez. C'est l'application des mesures Seulement, il y a ce qu'on appelle le conducteur qui a peur. Parce que dans les pays où ça se respecte, le conducteur qui est sur la rue, il sait qu'il y a des caméras qui le surveillent, il sait qu'il y a des radars qui le contrôlent. Vous faites une infraction, vous la payez, quel que soit votre statut. C'est automatique. C'est automatique. Quand on avait, parce que moi j'avais fait cette proposition-là dans une réunion au niveau de la direction des transports, quand on était au garage, on m'a dit oui, au Sénégal, vous amenez un radar ici, quand ça flash, vous avez, sur votre pièce d'identité, c'est mentionné que vous habitez aux HLM alors que vous êtes à Bargny. Ça, c'est une vérité. On en est conscient. Mais en Côte d'Ivoire, on est allé là-bas, mais ils ont réglé ce problème-là. En Côte d'Ivoire, si on vous flash, c'est la plaque d'immatriculation qu'on flash. Il y a une contravention qui va avec. Par exemple, vous faites une excès de vitesse, on vous flash, c'est 50 000 francs. Ils mettent ça de côté. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Supposons que vous avez 10 fois que vous avez été flashé. Vous devez payer 10 fois 50 000 francs. Au moment de passer la visite technique, si vous avez la voiture, il est réquisitionné. Tant que vous ne payez pas, je ne dis pas que vous n'allez pas passer la visite, mais vous n'allez pas récupérer le véhicule. Exactement. Si vous venez passer votre visite technique, l'État réquisitionne votre véhicule, vous dire que vous devez à l'État 500 000 francs parce que vous avez fait 10 excès de vitesse. Vous avez été flashé. Et on vous montre des photos, images à l'appui. Allez régler ça et revenez. Vous allez régler ça, 500 000 francs, venir payer et prendre votre véhicule. Vous pensez que vous allez refaire ça? C'est sûr. 500 000 francs pour un Africain, c'est beaucoup. Pas donné à n'importe qui. Donc je pense que si on en est à ce niveau-là, on va régler le problème. Effectivement. On va passer maintenant aux ressources humaines. On évoque souvent la jeunesse des chauffeurs, la rémunération entre autres. Où se situe le véritable problème? La jeunesse n'est pas un handicap. Il faudra qu'on évite de dire ça parce que moi j'ai fait... Ça devrait même être un atout. Mais justement, moi j'ai fait une tournée européenne. On a fait quoi? On a fait on a fait quelque chose comme 10 pays européens en voiture. Le conducteur du bus avait 27 ans. Et ce que je dis, c'est il n'y a même pas un an. Il avait 27 ans. Il a conduit un bus avec 50 personnes. Il a fait pratiquement 9000 km. Waouh! Sur tout l'Europe. Il n'a pas fait d'excès de vitesse, il n'a pas fait de dépassement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été bien formé, il est dans d'excellentes conditions et il est surveillé. Déjà, quand il est au volant, tac, sur son front, il a une caméra qui le surveille. Et quelqu'un peut suivre ses faits. Justement, depuis l'opérateur de transport, il est surveillé, il ne peut pas utiliser son téléphone. Le bus qu'il conduit, c'est un bus qui techniquement il peut rouler jusqu'à 250 km/h. Mais il a été plombé à la base, il ne peut pas dépasser les 90 km/h. Donc même s'il appuie sur l'embrayage, sur l'accélérateur, ça ne dépasse pas la vitesse indiquée. La vitesse limitée. D'autant plus qu'il y a des caméras un peu partout. Il y a des caméras un peu partout. Et quand vous faites une infraction, ça vous coûte cher. Donc si toutes ces conditions sont réunies, je pense que la jeunesse, c'est un excellent atout même d'ailleurs que l'on forme ces jeunes-là pour qu'ils puissent, parce que la jeunesse, c'est les bons réflexes, c'est la bonne réflexion. L'expérience, d'accord, c'est avec les vieux. Mais à un certain âge, pourquoi quand vous avez 45 ans, votre permis se renouvelle tous les 2 ans? Parce que tout simplement vos réflexes diminuent. Alors que quand vous avez moins de 45 ans, c'est tous les 10 ans. C'est comme si nous, on voudrait faire conduire les vieux. Justement. Vous donnez à une personne qui a plus de 45 ans, son permis se renouvelle tous les 2 ans. Parce que tout simplement, on considère après 45 ans, toutes les maladies commencent à faire leur apparition, les réflexes commencent à diminuer, vous êtes sur la phase ascendante. Alors que quand vous êtes jeune, vous avez de bons réflexes, vous avez de bons temps de récupération, vous n'avez même pas besoin de dormir 8 heures de temps pour bien récupérer, parce que tout simplement, vous êtes plein de tonus, vous êtes jeune. Donc si on sensibilise les jeunes sur la drogue, sur l'alcoolémie, sur les dangers de la route, qu'ils soient mis dans d'excellentes conditions, qu'on amène aussi des véhicules dignes de ces normes-là, je pense qu'on pourra régler ce problème-là. Ce n'est pas l'âge qui pose problème. Quelqu'un peut être... À vous entendre, alors, on doit s'appesantir beaucoup plus sur la formation. Sur la formation et la logistique. Il n'y a qu'au Sénégal que vous avez le permis de transport aujourd'hui lundi, demain mardi, vous pouvez conduire un bus qui fait 50 personnes ou bien un camion de 60 tonnes. Alors que vous n'avez aucune formation au préalable. Alors qu'il y a d'autres formations. Les lois de l'inertie, ils interviennent. Combien de fois vous avez vu des bus au niveau des virages, ils ne heurtent personne mais qui se retournent? Exactement. Parce que tout simplement, le conducteur n'a pas été formé sur les lois de l'inertie. Arrivé au niveau du virage, il y a les forces centrifuges qui subissent. Justement, il subit les forces centrifuges et le bus se retourne. Un véhicule qui fait 3 fois son poids, surcharge, il perd l'aplomb et comment dirais-je, la gravité, il ne peut plus tenir en équilibre. Donc tout ça, c'est problématique. Si on pousse la formation,
Jusqu'à ce que, parce que vous parlez à d'autres conducteurs qui ont ces formations-là, ils parlent comme un consultant en sécurité. Ils ont le même technique de langage que moi. Parce que c'est aussi un emploi, c'est un métier. Et ça existe ici au Sénégal. Moi, il n'y a même pas un mois, j'ai été en formation dans une société de transport d'hydrocarbures. Des gens qui ont été formés bien avant que j'arrive. Parce que moi, j'étais censé leur donner une autre module de formation. Mais quand vous parlez avec eux sur la formation sur le triangle du feu, mais c'est comme des pompiers qui vous parlent. C'est des gens qui maîtrisent parfaitement le triangle du feu. Jusqu'à l'accoutrement que vous devez porter, c'est des gens qui au moins en cas d'incident peuvent amener les secours. Alors que moi, j'ai vu ici des gens faire le dépotage du carburant hautement flammable en portant du tissu nylon. C'est extrêmement dangereux. La chemise là que je porte, il peut dégager des étincelles. Vous êtes en train de dépoter du carburant, il est à l'air libre. Le gasoil, ça peut se toucher, mais l'essence, il peut être à l'air libre, c'est des particules. Une fois que l'étincelle se déclenche, il y a du feu. Et il y a des accidents, peut-être que ce n'est pas encore déclaré. Moi, je pense que la base de tout ça, c'est la formation. Après, la sensibilisation et la répression viendra compléter ça. Si on va parler de cette répression. Souvent, il y a certains qui sont épargnés quand il y a accident. C'est les agents, les hommes de tenue, je dirais, police et gendarmerie, qui doivent s'assurer du respect de la réglementation en vigueur. Comment est-ce que ces deux camions, par exemple, ces deux bus, ont pu dépasser ce nombre de montages-là qu'il y a sur le corridor sans être interpellés? Je suis de ceux qui pensent que nous ne verrons pas le bout du tunnel parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on évite. Exactement. Nous savons tous qu'au Sénégal, que la route a un niveau de corruption inégalé. Exactement. Ça, on n'en parle pas. On se souvient tous de l'accident qui s'était passé à Yoff. Les deux enfants là, à la veille de la Tabaski, dans le taxi, qui se sont fait renverser par le camion. Un enfant de 2 ans et de 7 ans. Ce camion-là avait passé la visite technique 1 mois auparavant et qui s'était fait renvoyer pour des freins défectueux. Qui ose dire au Sénégal qu'un camion peut rouler ici 2 à 3 jours sans se faire contrôler? Ce camion s'est fait contrôler. Exactement. Si on avait fait une enquête 1 mois en arrière sur toute l'étendue du territoire national, les zones où il est passé, il s'est fait contrôler par des agents. Ils l'ont laissé passer tout en sachant qu'il n'a non seulement pas la visite technique, mais le système de freinage est défectueux. Ça pose problème. Tant qu'on reçoit le 3 000 francs, le 2 000 francs, tout simplement, vous conduisez un véhicule, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas de visite technique. Vous n'avez pas votre ceinture, en fait, vous cumulez toutes les infractions qu'il faut. Avec un biais, vous passez ça, tout le monde le sait. Je ne dis pas quelque chose que les gens ne connaissent pas. On a tous vu les vidéos de ce flic-là, M. Diallo et tout ça, avec la journaliste et d'autres. Et d'autres, et plein d'autres. Il n'y a pas eu de sanctions. Et pour essayer de changer, il faudrait dématérialiser. Alors que tout ce qui était au poste hier, au moins d'accident, devrait au moins être suspendu pour les besoins de l'enquête. Mais justement, parce que moi je pense qu'il faut aller vers la dématérialisation du contrôle routier. C'est ce qui va annihiler vraiment la corruption routière. Tant qu'il y aura contact entre usagers et conducteurs, il y aura problème. Déjà ici au Sénégal, un policier vous arrête, il prend vos papiers, il retourne dans sa voiture pour attendre que vous descendiez. Alors que si on applique la procédure, dès que vous descendez de votre véhicule, il peut vous prendre pour outrage parce que vous avez des intentions douteuses. Vous n'avez même pas le droit de descendre du véhicule. Et c'est le contraire. Moi, j'ai tout le temps ces problèmes-là parce que moi, je ne descends pas. C'est l'apprenti même qui se déplace. Justement, moi, j'ai tout le temps ces problèmes parce que moi, je ne descends jamais. Et quand tu ne descends pas, ça les agace. Quand ils reviennent, mais ils te collent des motifs que tu n'as pas encore fait. Mais tant qu'on n'ira pas vers la dématérialisation pour éviter le contact physique, on ne résoudra pas le problème. Et le principal plomb dans les ailes de la sécurité routière au Sénégal, c'est ça, c'est la corruption routière. Si on ne règle pas ce problème, on ne réglera rien. Exactement. On va terminer avec ça. Le transporteur derrière ça, souvent ils sont à la recherche du gain, ils font supporter aux chauffeurs toutes les charges du véhicule, toutes leurs dépenses quasiment. Là aussi, est-ce que l'État ne devrait pas au moins définir un montant ou quelque chose comme ça, chercher des solutions? Justement, c'est un secteur qu'il faut encadrer. Bien que c'est un secteur, c'est un secteur qui a été libéralisé, mais l'État devait être derrière et encadrer cela. Exactement. Encadrer cela parce que bon, on peut maîtriser le nombre de voyages parce qu'on parle de 2 voyages en 24 heures Dakar. Il n'y a qu'au Sénégal que tu vois quelqu'un quitter le port pour aller jusqu'à Bamako ou à Niamey et il ne subit aucun test d'alcoolémie, aucun test de stupéfiants, ni de test de fatigue. Alors que la voiture... Test de fatigue, ça existe? Mais si, justement. Il y a des tests de fatigue. Il y a des disques de fatigue. Ou qui vous impose un temps d'arrêt de repos de 15 minutes après chaque 2 heures de route. Si c'est les hydrocarbures, c'est 4 heures et 35 minutes. Et les policiers ont les moyens de vérifier cela. Ils peuvent savoir. Vous quittez le port, on vous donne un ticket avec un numéraire, avec l'heure de départ. Mais si un agent vous arrête, par exemple, 4 heures après cela, il peut connaître quand vous avez pris le départ. Exactement. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle les radars de tronçon. Ces radars-là peuvent vérifier, checker un véhicule, savoir quand est-ce qu'il a pris le départ, quand est-ce qu'il va arriver. S'il arrive avant l'heure qui a été prévue, c'est qu'il dit qu'il a roulé en excès de vitesse ou bien qu'il a usé son temps de repos pour conduire.
il faut sanctionner ces choses-là. Souvent, on indexe l'alcoolémie, mais le facteur le plus accidentel, c'est la fatigue. Parce que c'est l'élément qui se distingue le peu. Souvent, quand on est fatigué, on refuse qu'on est fatigué. On prend, par exemple, du café, on prend des vitamines C pour penser qu'on s'est revigoré. Alors que ces phénomènes-là ne font que inhiber les détecteurs de fatigue. Vous êtes fatigué, mais vous ne le savez plus parce que votre corps n'envoie plus de signaux. Vous ne savez plus que vous êtes fatigué, vous partez à l'usure. Au moment où vous êtes sur la zone de rupture, c'est ça là où le drame survient. Alors est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de cette politique-là? Ce que vous venez de dire, cela nécessite des moyens colossaux, au moins pour le financement et autres. Est-ce que l'État a ces moyens-là? Ils ont 10 fois les moyens. Je vais donner un petit exemple. Un radar, c'est 50 millions. 50 millions? Oui, un radar coûte 50 millions. Il nous en faudra beaucoup pour au moins... Oui. Si on achète un radar et qu'on l'implante sur cette autoroute-là, lundi, dimanche, on aura 50 millions. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura beaucoup de... Le financement de la sécurité routière ne doit même pas partir du budget national. Le financement de la sécurité routière dans tous les pays qui ont réglé ce problème-là est géré par les contraventionnistes. C'est ce qui font les contraventions qui payent. Et ça a marché partout. Vous allez en France, les Français, ils râlent tout le temps. Ils disent que les radars là, c'est des gouffres à milliards. Vous n'avez pas souvent fait la proposition à nos autorités? Mais combien de fois? Pourquoi pas? On a fait des propositions, contre-propositions. On a assisté à pas mal de conférences, séminaires, ateliers, colloques, mais rien ne se règle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que moi, je n'attends rien de ce conseil interministériel là. Parce qu'en matière de législation. C'est du déjà vu, on l'a vu en février 2017. Justement. Donc, en matière de législation, on est très fort. Mais quand on prend des décisions et qu'on ne les applique pas, ça n'a pas de sens, c'est un coup d'épée dans l'eau et la suite, on la connaît. Un dernier mot en 1 minute pour des solutions? Eh bien, juste dire à nos autorités que ce n'est pas de leur rôle vraiment de condamner ce qui se passe. On attend d'eux qu'ils prennent des décisions fortes et qu'ils les fassent appliquer. Pérennes surtout. Justement, des décisions fortes et qu'ils les fassent appliquer. Vous avez dit un mot important, pérenne, parce que la sécurité routière, pour la gérer, ça ne se gère pas en 1 an, en 2 ans. Même les Nations Unies font une recommandation de décennie. On parle de décennie d'action. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque année, vous devez accentuer la sensibilisation sur un aspect de la sécurité routière. Au bout de 10 ans, vous aurez fait le tour. Et vous aurez créé, parce que 10 ans, c'est une génération. Une génération de Sénégalais qui ont été formés durant 10 ans, qui ont été formatés à la sécurité routière, qui partent avec de nouvelles bases. C'est ce qu'ils vont venir naître à nouveau. Ils seront dans cette lancée-là et on va... En tout cas, il y a mon jeune frère qui disait souvent qu'au Sénégal, chacun a son propre code de la route. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, M. Gueye. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous recevions Moustapha Gueye. Il est consultant en sécurité routière et le prétexte, c'était l'accident d'avant-hier à 6 km dans la région de Tambacounda. Et c'est d'accident à Aïnoumadi et à Thiès. C'était l'invité dans ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir.